Dans votre édition des locales, nous ferons un peu de tourisme avec une visite originale à l'usine hydroélectrique du Hourat dans les Pyrénées-Atlantiques, un site qui produit de l'électricité grâce aux énergies renouvelables. Nous nous rendrons également au sommet de la cathédrale de Périgueux, un lieu avec une vue imprenable sur toute la ville, mais pour l'heure inaccessible au public, aux grandes dames de l'Office de tourisme. Mais avant, revenons sur cet arrêté interministériel qui autorise l'abattage de 40 loups d'ici le 30 juin 2018. Mais ce texte ne précise pas les lieux de prélèvement, ce qui inquiète les éleveurs de l'Aveyron. La commune de Cornus a subi le week-end dernier 2 nouvelles attaques de loups sur l'exploitation de David Kunze. 4 animaux sont morts, 1 a été blessé et 3 ont disparu. Pour les éleveurs du secteur, le premier sentiment est l'impuissance, le deuxième est l'angoisse. On ne peut pas faire grand-chose, on est bien obligé de sortir nos brebis pour les faire pâturer. Elles mangent que la nuit parce qu'il fait trop chaud et c'est souvent la nuit les attaques. Et donc on ne peut absolument rien faire si ce n'est constater les dégâts. Sur le Larzac, les attaques de loups ont commencé en 2015. Des prédations sans ambiguïté sur l'origine des animaux. Ce sont bien des loups qui tuent les brebis. En dernier ressort, l'État autorise des tirs de défense. Cette année, 40 loups seront abattus en France, mais personne ne sait pour le moment où ces animaux seront tués. Victimes d'attaques de plus en plus fréquentes, les Aveyronnais demandent à en bénéficier. Il faut qu'il y ait un prélèvement qui se fasse rapidement, nous, que la brigade intervienne ici dans le coin pour au moins laisser souffler un peu les éleveurs, quoi. D'après les services de l'État, seulement 1 à 2 loups seraient présents sur le Larzac. C'est l'une des plus belles vues sur la ville de Périgueux, mais seuls les pigeons aujourd'hui en profitent. Les toits de la cathédrale sont aujourd'hui inaccessibles au public, alors que les travaux d'aménagement sont terminés depuis 2 ans. En cause, une lenteur administrative qui agace les professionnels du tourisme. Vous la trouvez comment cette cathédrale ? Extérieurement, elle me paraît très jolie. C'est impressionnant, notamment la hauteur sous plafond. Vous souhaiteriez monter un jour sur les toits ? Pourquoi pas ? Il doit y avoir une vue magnifique. Je pensais justement qu'on pouvait monter en hauteur. Eh bien non, pas de panorama sur la vieille ville, pas de vue privilégiée sur les coupoles de la cathédrale. Si les touristes semblent résignés... Dommage. C'est dommage. Un Périgourdin et non des moindres commence à trépigner. Patrick Palem est le nouveau président de l'Office de tourisme du Grand Périgueux et cette porte fermée commence à l'agacer. C'est bien dommage, elle est fermée depuis 2 ans qu'on perd sur des visites qu'on aurait pu réaliser sur les toits de Saint-Front, qui sont quand même une vue imprenable pour la compréhension de la ville de Périgueux. Car depuis 2 années, les travaux d'aménagement de ces toits sont achevés. Plusieurs dizaines de milliers d'euros selon nos informations, mais problème, la convention d'utilisation n'a toujours pas été signée par les différentes parties. On se prive de quelque chose où tout est là, simplement parce qu'il y a des délais qui dépendent un peu en grande partie de la DRAC sur ses décisions et ses conventions. Cet accès sur les toits de Saint-Front et donc de la ville, le voici. Grâce à l'abbé Magimel, favorable au projet, nous nous trouvons sur le chemin que pourraient emprunter les visiteurs. Garde-corps, escaliers, passerelles, tout a été pensé et tout est là. En bas, les touristes sont donc condamnés encore au torticolis, alors qu'en haut, la vue est si jolie. Le tourisme industriel est de plus en plus tendance. Dans les Pyrénées-Atlantiques, la centrale hydroélectrique du Hourat ouvre cet été ses portes. L'occasion de découvrir un site dans l'air du temps qui privilégie les énergies renouvelables. Un ciel nuageux qui s'accroche aux montagnes, le jour ou jamais pour en apprendre plus sur l'hydroélectricité. Visite de l'usine du Hourat à la Reims, organisée par la CHEM 3 fois par jour en cette période estivale. Vous saurez tout, depuis le fonctionnement des machines jusqu'à l'histoire même de l'aventure électrique en montagne. Avec l'accord de l'État, ils ont donc construit des centrales hydroélectriques, les premières dans les Pyrénées. On se trouve devant une usine historique, puisque sur son fronton est marqué la date de 1924. Le but, c'est de faire découvrir et connaître l'hydroélectricité, qui est une énergie renouvelable et qu'on a tendance aussi un peu à oublier. Dans tout le parc renouvelable, on entend l'éolien solaire. Et nous, passionnés de notre métier, on veut le faire partager au maximum de touristes dans la vallée. Pour avoir une fréquence de 50 Hz, il faut que la turbine tourne à une rotation de 600 tours minute. Donc lui gère un peu tout ça pour se caler sur 50 Hz.
La visite se poursuit sur les installations et même si cela devient un peu technique, tout le monde reste concentré et semble bien comprendre le fonctionnement de cette usine. On disait tout à l'heure qu'on utilise un haute chute. Le principe de la haute chute, c'est de servir de la vitesse. C'est quelque chose d'assez intéressant. Surtout qu'on a de très bons retours en fait. Les gens sont attentifs, comme vous avez pu le voir, ils posent beaucoup de questions, ça les intéresse vraiment. Puis c'est quelque chose, dans la vallée, c'est quelque chose d'assez important. Comment vous avez trouvé alors cette visite? Elle est très intéressante. Vraiment, je ne connaissais pas du tout et c'était vraiment très intéressant. Oui. Les visites de l'usine du Hourat à la Reims se font le matin et l'après-midi tous les jours jusqu'au 18 août et sur réservation uniquement. On referme cette édition avec l'un des attraits touristiques de la ville d'Amiens, les Ortillonnages, un lieu bucolique qui accueille depuis 2010 le festival Art, Ville et Paysages. Cette année, 48 œuvres, installations et jardins sont à l'honneur. C'est une habitude depuis 8 ans. Entre les feuilles, au milieu des îles ou au détour d'un canal, le visiteur est surpris par des formes incongrues, des ortillonnages qui se transforment en musée à ciel ouvert. Un musée que l'on parcourt en barque. Élisée Martin et Nebic nous guident vers leur travail. Terres émergées, au premier coup d'œil difficile de comprendre l'œuvre. Les deux paysagistes samariens ont souhaité mettre en valeur la vase. C'est un travail qui est assez humble vis-à-vis de la nature qui nous entoure. Et oui, contrairement à certaines œuvres plastiques qui se voient tout de suite, où on voit le travail de l'homme qui est assez évident. Voilà, nous on a eu à la limite, quand on se promène dans ce jardin-là, on a l'impression que ça a toujours existé. Et c'était ce qu'on recherchait, notamment par le choix des végétaux, mais aussi par le travail du modelé de terrain. Pour recréer ce jardin, il a fallu 200 mètres cubes de vases et 2000 plantes. Une terre modelée pour laisser découvrir aux spectateurs un paysage qu'on ne trouve naturellement pas ici. On a voulu montrer que la vase, qui est considérée comme un déchet, ici est un atout et c'est une matière à sculpter du paysage. Aujourd'hui, on est sur des îles qui sont très planes dans les ortillonnages. Et là, c'est un peu prendre le contre-pied et avoir une sculpture avec des volumes, avec des pleins, des vides, et montrer que la vase est aussi un élément très fertile, puisque ça a été utilisé et c'est encore utilisé par les maraîchers aujourd'hui pour amender les terres. Une terre tellement fertile qu'elle a vu pousser cette année 12 nouvelles œuvres. Au total, l'exposition Art, Ville et Paysages offre à voir 45 créations à découvrir au fil de l'eau et au gré du vent et des interprétations.